Photographe confronté à 2 semaines de survie extrême après une morsure de serpent venimeux. Pour Emma Clarke, la photographie est bien plus qu'un art, c'est une manière de comprendre le monde. Lorsqu'elle part dans une forêt reculée à la recherche d'images uniques, elle ne se doute pas à quel point cette expérience deviendra sauvage. La beauté laisse place au danger, et chaque décision pourrait être la dernière. Isolée, vulnérable et déterminée, Emma découvre que le véritable défi ne réside pas dans les paysages qui l'entourent, mais dans ce que la nature peut lui révéler sur elle-même. Emma Clarke croyait que le secret pour comprendre le monde résidait dans les détails. Depuis son enfance, elle voyait de la beauté dans les petites choses, le motif irrégulier des nuages, la texture des écorces d'arbres ou le reflet de la lumière sur les flaques d'eau après la pluie. À 37 ans, cette passion était devenue sa carrière. En tant que photographe de la vie sauvage, Emma capturait des instants d'essence pure de la nature, un prédateur au sommet de sa chasse, des oiseaux dansant dans le ciel ou les premiers rayons de soleil illuminant une forêt vierge. Emma accumulait les prix et la reconnaissance, mais sa routine était tout sauf glamour. Lors d'un petit déjeuner solitaire dans sa maison à Denver, elle contemplait les trophées alignés sur son étagère. C'est tout, pensa-t-elle. Bien qu'elle aimât son métier, elle se sentait déconnectée. Pour Emma, la photographie avait toujours été bien plus qu'une technique, c'était un moyen de se sentir vivante. Ce même jour, elle tomba sur un reportage parlant d'un parc naturel sauvage aux États-Unis, peu exploré et riche en biodiversité. Peut-être qu'il me faut quelque chose de plus proche, murmura-t-elle. Après des années passées dans des lieux éloignés, comme les forêts tropicales d'Amazonie et les vastes savanes africaines, une expérience locale semblait, curieusement stimulante. Le voyage vers le parc fut rempli de réflexions. Tandis qu'elle conduisait, elle se remémorait son enfance, lorsqu'elle courait dans les champs avec sa jeune sœur, Chloé. Elle pensa à l'appeler, mais hésita. Plus tard, se promit-elle, comme toujours. Elle arriva au parc à la tombée de la nuit, et même sous la lumière pâle de la lune, elle fut émerveillée. « C'est magique », murmura-t-elle en regardant les arbres qui semblaient toucher le ciel. Les jours suivants furent dédiés à l'exploration. Emma se levait au lever du soleil, parcourait des sentiers bordés de végétation luxuriante et photographiait avec une précision chirurgicale. Sa caméra immortalisait des cerfs, des renards et des oiseaux dans des moments uniques. Cependant, malgré ses efforts, elle sentait qu'il manquait quelque chose. Elle voulait davantage, un défi, quelque chose qui raviverait la flamme de sa passion. Une nuit, alors qu'elle examinait ses photos à la lumière d'une lampe torche, elle tomba sur un autoportrait pris accidentellement. L'expression de son visage reflétait la fatigue, mais ses yeux brillaient de détermination. « Tu es exactement là où tu devrais être », se dit-elle en éteignant son appareil photo. Elle était loin de se douter que ce voyage allait bientôt prendre un tournant inattendu et dangereux. Les premiers jours dans le parc étaient ce qu'Emma appelait une « perfection contrôlée ». Chaque matin apportait son lot de surprises, un cerf timide près du ruisseau, le chant mélodieux d'un oiseau inconnu ou la danse des feuilles au gré du vent. Mais au fond d'elle, Emma cherchait quelque chose de plus. Un jour, alors qu'elle examinait la carte du parc, un garde forestier nommé Tony s'approcha. « Vous êtes la photographe célèbre, c'est bien ça ?» demanda-t-il avec un sourire détendu. Tony, enchanté. Je voulais juste vous rappeler que certaines zones du parc ne sont pas sûres. Intriguée, Emma répondit, « Pourquoi ? Des animaux dangereux ou un terrain difficile ? » Les deux. Il y a un sentier ici, dit-il en pointant un endroit sur la carte, où peu de gens osent s'aventurer. C'est magnifique, mais très exigeant. La curiosité l'emporta. Le lendemain, Emma prépara un sac léger, de l'eau, une trousse de premiers secours, un trépied et son appareil photo. Juste une journée de travail normal, murmura-t-elle en ajustant la sangle de son sac. En entrant sur le sentier, elle fut accueillie par une symphonie naturelle,
le bruissement doux des feuilles, le chant des oiseaux et le son lointain d'un ruisseau. Après près d'une heure de marche, elle aperçut un petit groupe de cerfs buvant paisiblement. Elle s'agenouilla lentement, ajusta son appareil photo et captura une scène parfaite. La lumière filtrée par les arbres ajoutait une touche magique à l'image. Mais en se relevant, elle ressentit quelque chose d'étrange, un léger craquement sous ses pieds. Baissant les yeux, elle vit un serpent se replier rapidement dans la végétation. La douleur dans sa jambe droite fut instantanée et atroce. Emma recula en titubant, tenant sa jambe. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle en reconnaissant le motif de la vipère. Elle était venimeuse. Ses instincts prirent le dessus. Emma improvisa un garrot avec un morceau de tissu de son sac. Chaque seconde comptait. Elle tenta d'utiliser sa radio, mais il n'y avait aucun signal. La sueur coulait sur son visage alors que la douleur se propageait dans sa jambe. « Concentre-toi », se dit-elle en évaluant ses options. Retourner au camp semblait impossible dans son état. Emma commença à se traîner, chaque mouvement demandant un effort monumental. Elle sentait le venin se diffuser, tandis que la végétation, autrefois accueillante, devenait oppressante. « Tu ne vas pas mourir ici », répétait-elle d'une voix tremblante. Elle savait que le combat ne faisait que commencer. La forêt, qui autrefois semblait un sanctuaire, s'était transformée en un labyrinthe menaçant. Emma se traînait lentement, sa jambe palpitant sous le garrot improvisé qui compressait sa circulation. Chaque mouvement était une lutte contre la douleur, l'épuisement et la peur. La sueur perlait sur son visage, et sa respiration haletante se mêlait au bruit feutré de la nature. La nuit tomba rapidement, apportant avec elle un froid glacial. Emma rassembla des branches et des feuilles pour improviser un abri rudimentaire. Le sol était dur, et le vent sifflait à travers les arbres. « Tu as déjà surmonté pire », se dit-elle à voix haute, essayant de calmer son esprit. Mais la solitude et le poids de l'envenimation étaient implacables. Elle se rappela un dîner de famille d'il y a des années, lorsque Chloé, sa sœur cadette, avait plaisanté « Tu devrais arrêter de t'enfuir au milieu de nulle part et vivre un peu dans le monde réel. » À l'époque, Emma avait ri, mais maintenant, ces mots résonnaient dans son esprit. Pourquoi n'avait-elle jamais consacré assez de temps à ce qu'elle aimait? Elle ferma les yeux, laissant le souvenir du rire de sa nièce lui redonner des forces. Aux premières heures du matin, elle se réveilla en sursaut, effrayée par un bruit proche. Une branche craqua, et elle saisit son couteau. « Qui est là ?» cria-t-elle d'une voix rauque. Le bruit s'évanouit, mais le cœur d'Emma battait toujours à tout rompre. Tout semblait être une menace, même le vent semblait porter des secrets. Dans les jours qui suivirent, le combat d'Emma fut incessant. La fièvre la plongeait parfois dans des délires, mais sa détermination la gardait alerte. Elle utilisa son couteau pour découper de grandes feuilles et créer des récipients improvisés pour collecter l'eau de pluie. Elle se souvint de vieilles leçons de botanique pour identifier des racines comestibles, mais le peu qu'elle trouvait ne suffisait pas à restaurer ses forces. Chaque nuit était une épreuve de résistance. Les sons des animaux nocturnes rendaient impossible tout repos. Une nuit, elle entendit le hurlement d'un loup au loin. Tout son corps se tendit, son couteau tremblant dans ses mains. Mais le prédateur ne s'approcha jamais, et elle remercia silencieusement la forêt pour cette nouvelle chance de survivre. Au fil de presque 2 semaines, l'isolement commença à peser sur son esprit. Emma se mit à parler toute seule, son esprit imaginant des dialogues avec les personnes qu'elle aimait. « Chloé, tu adorerais cet endroit », murmurait-elle en regardant les arbres. Maman disait toujours que je devais avoir plus de bon sens, mais je crois qu'elle serait fière de moi. Malgré la souffrance, Emma ne baissait pas les bras. Chaque petit geste, se traîner de quelques mètres, allumer un feu improvisé, trouver une nouvelle source d'eau était une victoire. Même lorsque la douleur devenait insupportable, elle gardait son objectif en tête. Un pas à la fois, répétait-elle comme un mantra. Enfin,
À bout de force, Emma cria à l'aide. À l'aide. S'il vous plaît, que quelqu'un me trouve. Sa voix résonna dans la forêt, disparaissant rapidement. Pendant un moment, le silence absolu fut sa seule réponse. Elle ferma les yeux, les larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, murmura-t-elle avant de s'effondrer d'épuisement. Les cris d'Emma résonnèrent faiblement, mais suffisamment pour atteindre un groupe de gardes forestiers patrouillant dans la région. Marc, un homme grand et expérimenté, s'arrêta brusquement. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il en levant la main pour signaler le silence. Ses collègues regardèrent autour, tendus. « On dirait un cri », répondit l'un des gardes. « Ça pourrait être un animal. »« Non, c'est une personne », insista Marc. « Par ici. » Le groupe progressa à travers la végétation dense, guidé uniquement par le son lointain. Après près de 20 minutes de recherche, Marc aperçut un amas de branches et de feuilles qui ressemblait à un abri improvisé. Il s'approcha avec précaution et trouva Emma, évanouie, la peau pâle et couverte de saleté. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Vite, apportez une civière. » Tandis que les autres préparaient une structure improvisée, Marc s'agenouilla à ses côtés pour vérifier ses signes vitaux. « Vous allez vous en sortir, » dit-il doucement, sans savoir si elle pouvait l'entendre. Emma ouvrit brièvement les yeux, sa vision floue. « Vous, êtes venu ?» murmura-t-elle avec un faible sourire avant de retomber dans l'inconscience. Marc serra sa main. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Le sauvetage devint une course contre la montre. Pendant qu'ils transportaient Emma vers le camp de base, les gardes se relayaient pour la maintenir stable. Enfin, ils captèrent un signal radio et appelèrent un hélicoptère d'urgence. Quand l'appareil arriva, Marc garda la main d'Emma pendant son transfert. « Vous êtes en sécurité maintenant ?» dit-il avec un sourire réconfortant. Pendant le vol, les ambulanciers travaillèrent sans relâche pour la stabiliser, administrant des fluides et des médicaments pour contrer les effets du venin. À son arrivée à l'hôpital, Emma fut emmenée directement aux urgences. Les médecins louèrent sa résistance. Elle a survécu à quelque chose que peu de gens auraient pu supporter, commenta l'un des professionnels. Tandis qu'ils œuvraient pour sauver sa jambe et traiter les effets de l'envenimation, Emma était enfin en sécurité. Les jours à l'hôpital furent un tourbillon d'émotions pour Emma. Bien qu'épuisée et affaiblie, la certitude d'être en vie lui apportait un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cependant, la route vers la guérison était ardue. Sa jambe, encore bandée, était un rappel constant de sa lutte pour survivre. Médecins et infirmières allaient et venaient, surveillant ses signes vitaux et ajustant ses traitements. Un matin, alors qu'elle se reposait dans son lit, un son familier attira son attention. Une infirmière venait de lui rapporter son appareil photo. « Votre ami Tony a trouvé cela dans le campement et a pensé que vous voudriez le récupérer. » Emma prit l'objet avec précaution, comme s'il s'agissait d'un fragment de son âme. En allumant l'appareil, les images commencèrent à défiler. Chaque photographie était un rappel de ce qu'elle avait traversé, le cerf près du ruisseau, les fleurs sauvages, et enfin, l'autoportrait accidentel pris avant l'attaque. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait une histoire à raconter. Au fil des jours, son expérience commença à faire parler d'elle. Les gardes forestiers, impressionnés par sa détermination, partagèrent son combat pour survivre dans la forêt, et rapidement, les médias se mirent à la contacter. Emma, d'abord hésitante, accepta finalement de parler de son aventure. Elle savait que son histoire pouvait inspirer d'autres personnes. Lors de sa première interview, Emma décrivit ses 2 semaines d'isolement et de lutte avec une honnêteté brutale. « Ce n'était pas seulement la douleur physique », expliqua-t-elle. « C'était le poids émotionnel d'être complètement seule, face à mes propres peurs. Mais j'ai aussi appris une chose importante, nous sommes bien plus forts que nous ne le pensons. » En parlant, une idée commença à germer,
transformer son expérience en quelque chose de significatif. Ce fut Chloé, sa sœur, qui suggéra qu'elle commence à donner des conférences sur le lien entre la nature et la résilience humaine. Tu as toujours été passionnée par ce sujet, Emma. Maintenant, les gens ont besoin d'entendre ton histoire, dit Chloé lors d'une visite à l'hôpital. Emma hésita d'abord. Parler en public lui semblait effrayant, mais au fond d'elle, elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Si mon histoire peut aider quelqu'un, alors cela en vaut la peine, répondit-elle. Après sa sortie de l'hôpital, Emma entama sa rééducation physique avec une discipline de fer. Les séances de kinésithérapie étaient douloureuses, mais chaque petit progrès était une victoire. Un après-midi, alors qu'elle marchait lentement dans le couloir de l'hôpital avec une canne, elle croisa Marc, le garde forestier qui avait dirigé son sauvetage. « Vous vous débrouillez bien », dit-il avec un sourire. « Grâce à vous », répondit Emma, émue. « Si vous ne m'aviez pas trouvé. » Marc secoua la tête. « Vous vous êtes trouvé vous-même. Nous n'avons fait qu'aider à la fin. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. De retour chez elle, Emma commença à préparer ses conférences. L'idée n'était pas seulement de raconter son histoire, mais aussi de souligner l'importance de respecter et de préserver la nature. Chaque image capturée avant l'attaque devint une pièce centrale de son récit, illustrant à la fois la beauté et la brutalité de la vie sauvage. Les conférences d'Emma devinrent rapidement plus que de simples événements. Universités, ONG et conférences environnementales se mirent à l'inviter. Lors de chaque présentation, Emma partageait les leçons qu'elle avait apprises, l'importance du courage, de la connexion avec la nature et de la gratitude d'être en vie. Elle terminait toujours par une phrase qui devint son mantra, « Survivre n'est que le début. » Ce que nous faisons avec notre seconde chance, c'est ce qui compte vraiment. Emma se sentait plus connectée que jamais, non seulement avec la nature, mais aussi avec les personnes qui l'entouraient. Chloé et sa nièce commencèrent à l'accompagner à certaines conférences, devenant une part importante de sa nouvelle vie. « Tu vis enfin dans le monde réel », plaisantait Chloé, déclenchant les rires d'Emma. La reconnaissance ne tarda pas. Une de ses conférences fut mise en avant lors d'un important festival environnemental, où elle reçut une distinction pour sa contribution à la conservation et à l'inspiration des autres. Mais pour Emma, la véritable récompense était de savoir que son expérience aidait les autres à voir la vie sous un nouvel angle. Des mois après l'incident qui avait presque coûté la vie à Emma Clarke, elle décida qu'elle devait retourner dans le parc où tout s'était passé. Pas par nécessité, mais comme une forme de renaissance. Elle voulait affronter l'endroit qui avait failli la détruire et lui rendre grâce pour les leçons qu'il lui avait enseignées. Avec l'aide de sa sœur et d'un petit groupe de gardes forestiers, dont Marc, Emma organisa le voyage. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» demanda Chloé, inquiète. Emma sourit en ajustant son sac à dos. « Je n'ai jamais été aussi prête. » Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Emma ressentit un mélange d'émotions. Chaque arbre, chaque son semblait plus vibrant, plus significatif. Elle marcha sur les sentiers avec des palans, absorbant chaque détail. En atteignant l'endroit exact où elle avait été mordue par le serpent, elle s'arrêta et inspira profondément. Elle ferma les yeux et resta silencieuse pendant quelques minutes, se permettant de ressentir toute la profondeur de ce moment. « Tout va bien ?» demanda Marc, l'observant à distance. Emma ouvrit les yeux et sourit. « Oui. Enfin. » Ce retour au parc ne fut pas un adieu, mais un nouveau départ. Emma le considérait comme une opportunité de reconstruire sa relation avec la nature, désormais avec plus de respect et de révérence. De retour à la civilisation, elle lança officiellement sa fondation, Wild Horizon, destinée à protéger les parcs sauvages et à promouvoir l'éducation environnementale. Pour elle, c'était une façon de rendre ce que la nature lui avait appris, la résilience, l'humilité et la connexion. Les activités de la fondation prirent rapidement de l'élan. Emma organisa des campagnes de collecte de fonds,
des conférences et des visites éducatives dans des zones sauvages. Chaque événement renforçait sa mission, inspirer les autres à prendre soin de la planète. Un matin, en parcourant d'anciennes photos sur son appareil, Emma retrouva l'autoportrait accidentel qu'elle avait pris avant l'attaque. Elle regarda l'image avec un sourire mélancolique. « J'ai survécu », murmura-t-elle. Mais elle savait que sa véritable victoire ne faisait que commencer. Dans les années qui suivirent, Emma continua à voyager, photographier et raconter son histoire. Son héritage devint un pont entre la beauté sauvage du monde naturel et la nécessité de le préserver. Et, tandis qu'elle marchait dans un parc par une matinée ensoleillée, son appareil photo à la main et un sourire serein sur le visage, elle pensa, la vie ne consiste pas seulement à survivre. Elle consiste à créer quelque chose qui a du sens.